On va maintenant parler des fondamentaux du Feng Shui. Et donc, en fait, vraiment, le Feng Shui fait partie des fondamentaux de la métaphysique chinoise, exactement au même titre que la médecine traditionnelle chinoise, au même titre que le Qigong. Ce sont en fait les mêmes bases. Donc, c'est vraiment la pensée fondamentale chinoise qui est retranscrite pour les habitats. Donc, je vais vous parler d'une notion que j'aime beaucoup et qu'on trouve justement dans le Feng Shui, ce sont les trois chances. Donc, en fait, ça propose une approche qui est intéressante de la place de l'homme dans l'univers entre ciel et terre. Donc, le Feng Shui intègre l'homme entre les forces du ciel et de la terre. Alors, qu'est-ce que c'est que la chance du ciel? La chance du ciel, elle utilise les influences temporelles au travers notamment du calendrier chinois solaire et lunaire. Elle est par exemple la partie prédéterminée du destin d'une personne, donc décrite dans le Bazi d'une personne. Donc le Bazi, c'est l'astrologie chinoise. Elle est essentiellement prescriptive et permet d'agir sur son destin et d'améliorer celui-ci. La chance du ciel détermine également les influences évoluant dans nos espaces au fil du temps. Ensuite, la chance de l'homme, qui est également appelée effort humain, c'est la chance que la personne concrétise par son travail et ses efforts. Cette chance, elle dépend justement de la qualité du chi que l'homme peut améliorer par sa connaissance de lui-même, par son libre arbitre, par son hygiène de vie et par sa capacité à prendre les bonnes décisions. Et enfin, la chance de la terre, que l'on peut aussi qualifier de puissance de la terre, est représentée par la géobiologie et par le Feng Shui. Et donc le Feng Shui notamment, qui fait circuler et qui conduit l'énergie positive du lieu. Voilà, donc les trois chances en fait fonctionnent ensemble. Alors on n'a pas forcément tous la même chance du ciel au départ, ni forcément la même chance de l'homme, ou même la même chance de la terre au départ, mais on peut toujours avoir un impact sur ces trois chances. Et bien sûr, l'impact le plus important va être l'impact de l'homme sur sa vie, qui est en fait finalement jamais arrêté. C'est pas parce qu'on a une astrologie chinoise qui donne des prédictions qui sont pas terribles. En fait, ces prédictions, elles sont juste là pour nous dire vous pouvez changer les choses et vous pouvez améliorer les choses. Alors maintenant, donc, on va passer à la notion extrêmement importante, qui est la notion d'énergie universelle. Je dirais qu'elle est importante et qu'elle est aussi très utile. Alors, l'énergie universelle, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière, de l'information, de l'intelligence, de la vibration. Et d'où elle vient, cette énergie universelle? Donc, en fait, elle est partout. Et elle est notamment partout dans le vide, qui finalement, du coup, n'est plus du vide, puisqu'il y a dedans toute cette information, et partout également dans les êtres et dans les objets, finalement, même, il y a du chi, en fait, partout, l'énergie universelle partout. Tout émane, en fait, que l'on parle du monde minéral, du monde végétal, du monde animal ou du monde humain. Et donc, cette énergie universelle, eh bien, pour la personne, elle doit être bénéfique, donc dans les lieux, les objets, pour être opérante. Alors, cette énergie universelle, en fait, on ne l'aperçoit pas avec ses 5 sens. On la voit se manifester dans les événements, finalement. Donc, d'où tout ça part de la notion de Tao. Donc, ce dessin, en fait, représente le Tao, que certains appellent aussi le Dao. Et donc, ce Tao, il représente le tout et le rien. Il représente l'énergie, mais il représente aussi la matière. Il représente aussi la voie, le chemin, et il régule l'alternance du yin et du yang. En fait, le Tao, il représente aussi la voie du milieu, mais la voie du milieu, finalement, c'est une voie, c'est pas une même voie à suivre pour tout un chacun, mais c'est vraiment, en fait, la voie du milieu pour chacun, pour revenir à qui il est véritablement. Voilà, dans le Feng Shui, on a, comme dans le Tao, finalement, affaire à une discipline qu'on peut appeler holistique, c'est-à-dire qu'on a affaire à un tout. On va s'occuper aussi bien de la maison que de l'environnement de la maison,
que des occupants de la maison, et on va aussi s'occuper en fait de l'espace-temps avec les influences temporelles. Pardon. Voilà, donc en feng shui, en fait, on va cerner les priorités, c'est-à-dire qu'on va axer les choses sur ce que l'on veut améliorer dans sa vie, mais on n'oublie jamais qu'on a affaire à une observation qui est totale. Par rapport à la voie du milieu, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ses qualités innées pour accéder au bon, au bien, au juste en soi. Et tout ça permet également de gommer finalement tout ce qui est de moins bonne qualité, on va dire, tout ce qui est plus négatif chez nous. Et tout ça aussi, bien sûr, dans le respect de tous ceux qui nous entourent. Alors, du Tao, en fait, va naître le Tai Chi. Voilà, c'est sûrement un symbole que vous connaissez tous. Et le Tai Chi, en fait, il va parler de mouvement de l'univers yin-yang. Vous voyez, dans la partie blanche représente le yang. Donc, on voit ici le yang naissant, et avec l'idée qu'il y a toujours un peu de yin dans le yang, et inversement, toujours un peu de yang dans le yin. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire qu'il n'existe que l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est un mouvement, en fait, qui est perpétuel, donc qui est exempt de dualité, parce que il y a vraiment cette notion de, par exemple, si on prend un qualificatif, si je me considère comme quelqu'un de gentil, je ne peux pas, en fait, me dissocier, finalement, de la capacité à être méchante, ou au moins la connaissance de la méchanceté. Donc vraiment, yin-yang n'existe que l'un par rapport à l'autre. Alors, le yin-yang, pour le déterminer dans les très grandes lignes, en fait, le yang, ça va être tout ce qui est lumineux, chaleureux, actif, et le yin, ça va être ce qui est plus réceptif, intérieur, calme, posé. Et bon, après, tout ce qui est qualificatif, en fait, on peut le qualifier de yin ou de yang, mais toujours bien sûr par rapport à quelque chose d'autre. Le symbole là du tai chi qui a été construit à partir de l'observation de la nature aussi, hein, et bien en fait il va cacher, entre guillemets, nous permettre de positionner tout autour du cercle les 5 éléments, dont on parlera un peu plus tard, mais on va aussi pouvoir positionner sur ce symbole les organes du corps, les 24 heures de la journée. On va aussi positionner les mois et les saisons, qui sont un peu différentes de nos saisons, puisque en fait, il y a une 5e saison en métaphysique chinoise. On va pouvoir y positionner les animaux de l'astrologie chinoise et en fait beaucoup d'autres paramètres. Pour en revenir au yin et au yang, en feng shui, le yin va représenter plus ce qui est les relations et la santé, et le yang, en fait, va représenter plus l'activité et la richesse. Alors, juste une autre façon de représenter le yin et le yang, c'est en fait avec les yao. Donc ici, les yao sont le yin avec un trait discontinu et le yang avec un trait continu. Et juste sans aller dans le détail, à partir d'un yao se créent 2 yao qui ont une signification. Donc 2 yao yang, ça va être le vieux yang, un yao yang yin, le jeune yang, etc. Et puis de ces 2 yao, premier yao, 2 yao, on va créer en fait les 8 trigrammes qui vont avoir une importance capitale en fait dans la lecture du feng shui. Et vous voyez qu'il y a vraiment une logique en fait dans la façon dont c'est dessiné. On a 3 yang ici, donc le côté à l'inverse 3 yin, et puis après vous voyez 2 yang et yin. Il y a toute une construction qui est hyper logique en fait et qui va nous servir dans la lecture du feng shui. Voilà. Donc ces trigrammes en fait s'appellent Qian le père, Doué le marais, Li le feu, Shun le tonnerre, Xun le vent, Kan l'eau, Gun la montagne et Kun la mer. Donc ils correspondent à
des directions cardinales. Du coup, ils correspondent à des secteurs de notre maison. Ils correspondent à un certain nombre de symboliques. Voilà, on apprend tout ça en fait quand on apprend le Feng Shui. Alors maintenant, en fait, on va parler des 5 éléments. Donc 5 éléments, en fait, c'est une mauvaise traduction au départ. Normalement, ça devrait s'appeler 5 mouvements ou 5 phases, parce que c'est vraiment une description de la nature en mouvement. C'est une description en fait des énergies ou des vibrations de la nature en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc ça représente toujours plusieurs millénaires d'observation, une façon de voir le monde, et finalement ça s'applique à tout. Ça s'applique aux lieux, ça s'applique aux formes, ça s'applique aux couleurs, aux matières, aux aliments, aux émotions, aux activités, aux métiers, aux organes, à la santé, à la morphologie, au moment de la journée, aux saisons, encore une fois, aux heures, à l'astrologie. En fait, on peut décoder complètement le monde avec cette vision des 5 éléments. Et c'est vraiment une vision qui est extrêmement intéressante, extrêmement complète et complexe aussi, hein, parce qu'on va intervenir aussi la notion de yin et yang, donc du coup ça double les 5 éléments qui deviennent 10, donc avec des tas d'interactions. Voilà, et donc en fait ces 5 éléments vont fonctionner sous forme de cycle. On va avoir un cycle de production. Donc ici en fait sont dessinés le bois qui va en fait produire, nourrir le feu, donc ça c'est logique, alimenter le feu. Le feu nourrit la terre, donc en fait les cendres sont un engrais pour la terre. La terre va nourrir le métal, produire le métal. Bon, on trouve les minéraux en fait dans la roche, dans la terre. Le métal va nourrir l'eau, produire l'eau. Donc l'eau de source qui passe justement dans la roche se charge en minéraux, en métal. Et puis l'eau va nourrir le bois, donc en fait, arroser les plantes, ça les fait pousser. Donc ça, c'est le premier cycle qui est essentiel de vie des 5 éléments. On va avoir le cycle d'affaiblissement, qui est en fait le cycle inverse, c'est-à-dire que le feu va affaiblir le bois en le brûlant, le bois va affaiblir l'eau en la faisant disparaître finalement. L'eau va affaiblir le métal voilà, en rouillant le métal en fait, on va le désintégrer pratiquement. Le métal en fait va affaiblir la terre donc en la déplaçant avec une pelle, une pelleteuse, et la terre va affaiblir le feu en étant capable d'étouffer le feu. Voilà. Et puis, on a un troisième cycle qu'en Feng Shui, en fait, on ne va pas utiliser, mais on va chercher à éviter, parce que c'est un cycle qui est puissant, qui est un cycle de contrôle. Et donc, le feu contrôle le métal, puisqu'il est capable de faire fondre le métal. La terre contrôle l'eau, puisqu'elle est capable, en fait, de barrer l'eau, en fait, avec les digues, ou en fait de transformer l'eau en boue puis en quelque chose de solide. Le métal va contrôler le bois, hein, la scie coupe l'arbre. L'eau va contrôler le feu en l'éteignant. Donc voilà pour les cycles. Donc en fait, les 5 éléments vont, dans l'habitation, finalement, permettre de rééquilibrer les énergies. Parce qu'il y a des énergies qui sont présentes de par, donc, par exemple, le secteur de la maison. Hein, on ne va pas avoir la même énergie dans le nord de la maison que dans le sud, etc. Et il y a aussi d'autres énergies qui sont présentes de par le moment où on a fait construire la maison, ou le moment où celle-ci a été construite. Et donc, on va faire une analyse de tout ça, puis on va voir quels sont les éléments à rééquilibrer. Jamais vous devez retenir en fait que 2 mots finalement par rapport à chacun des éléments. C'est que le bois, en fait, c'est une énergie de croissance, centrifuge et de vitalité. Donc il y a vraiment cette idée que ça part du centre et ça monte finalement assez haut et assez vite.
L'arbre va très très bien représenter l'énergie du bois ou la plante également. L'énergie du feu, en fait, c'est une énergie qui irradie dans toutes les directions. C'est vraiment le soleil au zénith qui envoie ses rayons de part et d'autre. La terre, donc c'est une énergie rasante et horizontale et contenue. Quelque chose de bas, de lourd, de solide. Le métal, c'est une énergie centripète de concentration et de repli sur soi. Et enfin, l'eau, c'est une énergie qui va vers le bas et qui descend loin en profondeur. Voilà, donc là, en fait, on a vu les fondamentaux du Feng Shui, donc, qui vont nous servir à observer le lieu. C'est parce qu'on saura placer les trigrammes dans la maison, que du coup, les trigrammes vont nous donner de l'information sur les 5 éléments, entre autres choses. Tout ça va nous permettre en fait de décrire l'énergie qui est dans les lieux, mais bien sûr, c'est des choses qu'on peut développer pour de formations ou d'ateliers. À partir des fondamentaux en fait qu'on a vus, enfin qu'on a effleurés, parce qu'on pourrait faire une thèse sur chacun des dessins qu'on a vus finalement, eh bien en fait se sont construits tous les systèmes et ce qu'on appelle toutes les écoles du Feng Shui. Et ça donne en fait des référentiels qui sont utilisés pour étudier un lieu et pour en améliorer les énergies. Donc là, en fait, on ne va pas aller du tout dans le détail parce que c'est juste pour vous montrer en fait les outils, je dirais, essentiels ou principaux du Feng Shui. Cette roue-là, c'est une roue qui finalement reprend tout ce qu'on a dit tout à l'heure en un seul endroit concentré. Donc, vous voyez les tranches, comme les tranches de camembert, et ben en fait, c'est là que sont positionnés les 8 trigrammes dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, en fait, quand on peut découper ces tranches en fait, encore en 3, et là, ça va nous permettre en fait, de placer non seulement les 12 animaux de l'astrologie chinoise, mais aussi d'autres informations en termes d'éléments, toujours, qui sont les troncs célestes et qui vont nous servir également à différents niveaux du Feng Shui. Donc, puis là, vous voyez aussi, on a les degrés tout autour. Donc, c'est vraiment un outil, en fait, indispensable, je dirais presque, à la pratique du Feng Shui. C'est juste pour vous montrer comment ça peut être, toute l'information, en fait, peut être condensée sur un petit outil. Bon, là, donc, les 12 animaux de l'astrologie chinoise, on en parlera. Et puis là, un autre outil qui va servir en Feng Shui, mais qui finalement est lui-même une discipline à part entière, qui est une discipline alors que moi j'adore, qui est hyper intéressante, c'est le Yiking. Donc le Yiking, en fait, c'est un livre qui a plusieurs millénaires aussi, qui s'appelle aussi le livre des changements. Et en fait, à partir des 8 trigrammes que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, on peut construire, en les superposant, on peut construire en fait 64 hexagrammes. Vous voyez là par exemple le trigramme Pian plus le trigramme Pian, ça va donner l'hexagramme numéro 1. Et en fait, ce livre, dont certaines personnes vont s'en servir comme d'un oracle, moi je m'en sers pas du tout, en tout cas comme quelque chose de divinatoire, mais c'est vraiment en fait, si on pose une question au Yiking, on va avoir une réponse qui est complètement actuelle, actualisée, et pourtant avec des textes qui datent de milliers d'années. Donc en fait, le Yiking, c'est l'histoire du monde, finalement, et c'est l'histoire du monde en mouvement. C'est une partie très intéressante. Et pourquoi j'en parle par rapport au Feng Shui? Parce qu'on l'utilise beaucoup pour savoir en fait ce que disent nos maisons de nous. Quels sont nos rapports avec cette maison? Qu'est-ce qu'on est venu apprendre dans cette maison? Comment ça va se passer pour nous dans cette maison par rapport à l'activité, voilà, à ce qu'on va devenir, mais aussi par rapport à la santé. Tout ça. Il y a tout un tas d'éléments qui sont proposés en fait avec ce fameux Yiking. Qu'est-ce qu'on va en fait observer finalement en Feng Shui?
on va observer l'extérieur, qui a une importance capitale. La première école de Feng Shui que j'ai faite, il disait en fait que l'environnement de l'endroit où on habitait, donc tout ce qui environne le bâtiment finalement, comptait pour 70% du Feng Shui. On va observer l'intérieur, qui est également très important. Et puis aujourd'hui, en ville, souvent, on ne peut impacter que sur l'intérieur. Mais on peut avoir une action sur l'extérieur aussi, quand même. Bien sûr, on ne va pas changer la place des immeubles, des routes, etc. L'eau, j'en parlerai un peu plus tard, est également extrêmement importante en Feng Shui. Et en fait, on va, avec tous ces éléments, avec l'orientation de la maison, etc., on va construire quelque chose qui s'appelle une carte énergétique. Et cette carte, en fait, elle va nous raconter l'histoire du lieu. Et si elle est juste, notre analyse et la carte, et bien vraiment, on va avoir plein d'informations concernant la personne ou la famille qui habite là. Et si les informations qu'on a ne sont pas en correspondance avec ce que vit la famille, bah, c'est qu'on sera trompé. Ce sera à nous de refaire la carte énergétique du lieu. Voilà, donc on va avoir besoin de l'orientation de la façade de la maison. Donc déjà, trouver la façade, c'est déjà un premier challenge. On va avoir, parce que c'est pas toujours évident, on va avoir en fait besoin de la date de construction du lieu, la date de naissance des occupants, et puis on va regarder également quelle est l'énergie qui arrive au niveau des portes d'entrée. On va s'intéresser au centre de la maison, on va s'intéresser à toutes les ouvertures finalement qui vont nous indiquer quelle énergie rentre ou au contraire ne rentre pas. D'autres courtes vidéos vont suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à prendre rendez-vous directement avec moi. Sous la vidéo, vous trouverez un lien d'accès à mon agenda. À très bientôt.